Bonjour chers élèves. Ce matin, je suis devant vous pour présenter un cours en agrométéorologie, en météorologie, à l'intention des élèves des premières années des agro-pastorales. Bon, nous avons pour le faire un programme, un plan que voici. Le plan de cours. Nous allons d'abord définir les nuages. Qu'est-ce qu'un nuage? Parler un peu des états de l'eau dans la nature, de la formation des nuages, comment se forment les nuages, de la classification des nuages. On va ensuite parler de rayonnement, insolation, nébulosité et albédo. C'est des points qui ont trait en général au soleil. Maintenant, on va parler ensuite de notion de front. Front froid, front chaud, front occlus, front stationnaire. On parlera un peu de l'effet de serre et en quelques mots, on va parler du rôle des nuages. Voici la définition d'un nuage. On appelle nuage l'ensemble des particules d'eau très fines. Ce sont des gouttelettes, entre parenthèses, gouttelettes dont le diamètre est compris entre 20 et 200 micromètres. C'est quoi un micromètre? C'est quand vous divisez 1 millimètre par 1000 encore. Donc c'est comme 1 mètre divisé par 1 million. Donc vous prenez 20 de cela ou bien 200 de cela, ce qui fait le micromètre. Bon, ces particules peuvent être solides ou liquides. Ils sont maintenus en suspension dans l'atmosphère par des mouvements ascendants de l'air. Dans cette définition, il y a lieu de bien comprendre notre notion de gouttelette. Donc c'est des fines particules invisibles à l'œil nu, de par leur dimension. Ils peuvent être solides ou liquides, ils sont mis en suspension. Qui veut dire suspension? Qui flottent dans l'atmosphère. Alors, on parlait de l'atmosphère la dernière fois. C'est une couche de gaz qui entoure la Terre. Donc, ces particules vont flotter dans l'atmosphère à cause de quoi? Des mouvements ascendants de l'air. Quand l'air est chauffé, il a tendance à monter. Donc, en montant, maintenant, il va entrer ces particules d'air, ces particules de ces gouttelettes d'eau avec lui. Donc, ces particules sont maintenues en suspension sur d'autres fines particules qu'on appelle les nucléi. Ce sont les gouttelettes d'eau qui vont s'accrocher à ces nucléi pour former plus tard, ils vont s'agrossir, ils vont commencer à grossir petit à petit, qu'on appelle la coalescence. Donc plus ils grossissent, plus ils montent à cause d'un phénomène qu'on appelle la dernière fois, et là c'est le gradient thermique. Vous avez qu'au niveau de la basse couche, la couche de la troposphère, l'air va monter, en montant, à mesure qu'il monte, la température va baisser. En baissant maintenant, il va se reproduire, comme à l'intérieur d'un réfrigérateur, il va se produire la fraîcheur. Donc ces particules comme des molécules d'eau qui vont s'agglomérer petit à petit pour former les gouttelettes d'eau. Donc ils sont invisibles au tout début, mais seront visibles plus tard parce que quand les nuages vont commencer à se former, on va voir les nuages. Et quand la glace va se former, on va commencer à voir les nuages. Bon, les nuages se forment par condensation de la vapeur d'eau sur les grains de poussière, qu'on appelle nucléaire en suspension dans l'air. C'est ça la formation. Tu vois, c'est des gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'air. Maintenant, ils vont se former comment? Par condensation. C'est quoi la condensation? Quand il y a la fraîcheur, les particules, c'est comme les molécules d'eau, ils vont commencer à se coller les unes aux autres. Maintenant, ils sont soutenus par des nucléi en suspension dans l'air. Donc maintenant, c'est en ce moment, dès que c'est la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère, il n'est pas visible. Mais dès qu'il commence à être visible, maintenant, on parle de nuages. Maintenant, les nuages, ils ont été classés d'après un Anglais qu'on appelle Luco Howard en 1833. Lui, il a préconisé de les classer suivant leur forme et l'altitude. Par rapport à l'altitude, nous avons la basse latitude, l'altitude, la moyenne et la haute altitude. Nous avons devant ici un dessin, une image qui résume un peu les différents niveaux des nuages. Nous avons des nuages, quand vous regardez vers le bas, on parle ici de sol. Vous voyez, le sol, il est là, en bas là. Le sol, vous partez du sol vers la hauteur, vous montez. On avait dit la dernière fois que l'atmosphère était constituée de plusieurs couches. Bien que ce soit du gaz, mais les couches diffèrent par leurs caractéristiques. Ils ont des caractéristiques qui diffèrent. Donc on a vu ça, c'est la troposphère qui est là, qui nous intéresse par rapport à la météorologie. Donc les autres, on n'en a pas besoin pour le moment. On va parler de la troposphère. On disait que aussi, vous avez vu de la troposphère, mais on parle de tropopause ici, c'est quoi?
On a dit on va ajouter pause pour montrer la partie terminale de la troposphère. Vous voyez? Donc ça s'appelle la tropopause. Maintenant, du niveau du sol jusqu'à la tropopause, on a différentes couches, différents types de nuages. Nous avons des nuages qui sont constitués de gouttelettes d'eau. Ça, c'est la basse altitude d'après Lucas Howard, donc du niveau de la base vers le sommet, et aussi de la forme des nuages. Vous avez différents types de nuages à côté là. Bon, nous avons déjà les nuages de la basse altitude ici, la moyenne altitude et la haute altitude, d'après la classification de Lucas Howard. Ça, c'est les niveaux. Maintenant, nous allons voir la forme des nuages aussi, fait partie du type de classification. Regardez, vous allez voir les deux premiers mots que vous allez. Si c'est le cumulus, par exemple, ça, c'est vous voyez, la forme est un peu plus bossue, un peu plus arrondie. Vous avez tendance à être ronde. Alors qu'ici, par exemple, le stratus, strat veut dire quoi? C'est des couches qui sont superposées. Superposition donc, c'est ce qu'on appelle les stratus. Donc, les stratus, maintenant, ils ont une forme allongée, étirée, contrairement au cumulus. Vous voyez, le cumulus, ça veut dire quoi? Qui va s'entasser. Maintenant, vous allez voir, c'est les deux mots qui constituent la base pratiquement de presque tous les types de nuages. On va voir, ici, on va parler, par exemple, de cumulonimbus, tu vois, et de stratocumulus. Vous voyez, on a parlé de stratus et de cumulus, mais ici, on va parler de stratocumulus. Ça fait une liaison de deux mots, stratus et cumulus. Donc, c'est un autre type de nuage qui est à la fois ronde et puis ça tend à être étiré. Ça, c'est une première. Et puis, on parle de cumulonimbus, on va en parler plus tard. Ici, vous avez, au niveau de la couche moyenne, de l'altitude moyenne, des nuages. Disons d'abord que les nuages de la basse altitude sont constitués de gouttelettes d'eau. Des gouttelettes d'eau, il n'y a pas de glace pour le moment. Bon, ils peuvent donner des précipitations, mais non continues. Précipitation veut dire quoi? C'est des nuages, des pluies, mais que ce n'est pas continu. Par contre, vous avez des nuages de la moyenne altitude. La moyenne altitude, c'est quoi? Ce sont des nuages de glace et de gouttelettes d'eau. Vous voyez? Bon, vous avez tantôt que vous allez voir le nom, dans le nom, vous allez voir le niveau stratus. Il y a stratus là-dedans. On a parlé de stratus en bas là. Le mot stratus vient encore. Et puis altostratus. Vous voyez? C'est le nuage. Vous regardez la forme ici, c'est le niveau stratus. C'est un nuage qui est un peu volumineux. N'est-ce pas? Et stratus veut dire quoi? Il y a une superposition de plusieurs couches jusqu'à un certain niveau. Donc ça part presque de la base de la moyenne altitude jusqu'au sommet. Bon, vous allez voir l'altostratus. Alto veut dire quoi? Qui est en élévation. Des couches superposées qui sont en élévation. Donc on les voit au niveau de la moyenne altitude. Bon, nous avons aussi les altocumulus. Alto veut dire quoi? Qui est en altitude, n'est-ce pas? Le cumulus, vous voyez, c'est des petites amoncellements de nuages ici, qu'on appelle alto. Donc c'est des différentes formes qu'on peut voir dans la nature. Bon, dès que vous voyez un ciel bleu, s'il n'y a pas de taches là-dedans, c'est un ciel, il n'y a pas de nuages. Mais dès que vous commencez à former des taches différentes, c'est ce qu'on appelle les nuages. Donc, c'est des gouttelettes d'eau qui vont s'associer petit à petit pour former les nuages. Bon, au niveau supérieur, maintenant, vous allez voir, c'est un nuage de glace. Ouais. Ça, c'est la haute altitude. On parle de nuage de glace qui est constitué de cirro-altitus. Ouais. Donc, le cirrus, ouais, c'est une forme de filament. Ils sont un peu étirés. Ça, c'est ce qu'on appelle les cirrus. Bon, tu vois, c'est le soleil qui est là, mais une forme de halo à côté, tout autour, à cause de l'étirement, des défilochements, comment dirais-je là, les formes de gouttelettes qui vont se former de filets. Donc, qui va donner le cirrostratus. Ici, il y a les nuages à ce niveau-là peuvent donner des précipitations continues. Par contre, ici, il n'y a pas de précipitation. Ça veut dire qu'il ne peut pas donner de pluie, ces cirrus-là, au niveau supérieur. Ils sont des indicateurs quand même pour annoncer les pluies. Bon, vous avez un quatrième type. On avait dit la basse altitude, la moyenne altitude et la haute altitude. Mais aussi, il y a un autre type de nuage qu'on appelle, ça c'est des nuages à grand développement vertical, qui vont de la basse altitude jusqu'au niveau jusqu'à la haute altitude. Ce qu'on appelle les nuages à grand développement vertical. Bon, ceci dit, nous allons voir les rayonnements, installation, nébulosité, albédo. C'est des notions qui sont liées à l'apparition du soleil. Pourquoi on parle de nuages? Parce que les nuages peuvent s'interposer entre le soleil, qui est le moteur qui donne l'énergie nécessaire au fonctionnement de tout ce qui est sur la Terre, là, et le soleil. Le soleil et la Terre, et puis les nuages peuvent s'interposer. En ce moment, on va parler de rayonnement. C'est quoi? C'est des faisceaux de lumière que le soleil va envoyer sur la Terre. Vous voyez? Donc là,
On parle pour les rayonnements. Une fois que les rayons sont émis par le soleil, ils subissent plusieurs sorts. Nous allons voir des rayonnements directs. Quand pour ce dessin, regardez, c'est les rayonnements, on a dit de rayonnement solaire. Le soleil envoie les rayons solaires et en descendant, il peut rencontrer les nuages. Là, on parle de rayonnement diffus. Quand ça traverse un nuage, une couche de nuage, on parle de rayonnement diffus. Mais il peut y avoir d'autres types de nuages et de rayonnements qui sont passés directement du soleil à la Terre directement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement direct. On appelle ceci le rayonnement direct. Vous voyez? Mais d'autres types de rayonnements peuvent être aussi absorbés par l'atmosphère, par les particules en suspension dans l'atmosphère qui n'arrivent pas au sol. Bon, nous n'avons besoin que ces deux-là, le rayonnement direct et le rayonnement diffus. Bon, les deux pris ensemble, c'est la quantité totale du rayonnement solaire qui va arriver au sol, que nous appelons le rayonnement global. C'est ce qu'on appelle le rayonnement global. C'est la somme des rayonnements diffus, rayonnement direct plus le rayonnement diffus. Vous voyez? Donc, après le rayonnement, nous allons parler de l'insolation. L'insolation, c'est quoi? C'est en un mot, c'est l'ensoleillement. C'est lorsque le soleil envoie les rayonnements, les rayons solaires, directement, il y a l'éclairement. Le sol, la Terre est éclairée. Donc, on parle, c'est ça qu'on appelle l'insolation. Maintenant, la durée de l'insolation, ça aussi c'est différent. Maintenant, la durée de l'insolation, c'est quoi? C'est le temps pendant lequel le soleil a effectivement brillé. Bon, pour l'apprécier en météorologie, il y a un appareil qu'on appelle ici l'héliographe. Vous voyez? Ce sont des solarigraphes, hein, tout comme le pyramètre qu'on va voir plus tard. Ça, c'est un héliographe. Bon, il est constitué de plusieurs parties. Vous avez ici, ça c'est la base, le socle qui est là, qui supporte l'appareil. Ici, vous voyez, ça c'est une boule sphérique qui est là, concentrique, tout comme la bille des enfants que vous voyez, mais plus grosse encore, incolore, comme la couleur du verre. Et il est concentrique, c'est-à-dire qu'il se bourré à l'intérieur, il n'y a pas de couleur à l'intérieur. Ouais, il a une dimension de 10 cm, la boule, à 10 cm. Il est fixé par des extrémités pour pouvoir tourner à l'intérieur de cadre noir que vous voyez là, tous les deux d'un cadre noir, vous voyez. Donc à l'intérieur de ce cadre maintenant, on va insérer un papier qui va brûler en fonction du degré d'insolation. Si le soleil brille fort, le papier va brûler par endroits. S'il ne brille pas, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de trace de brûlure sur le papier. Donc c'est un papier qui est gradué aussi. Il y a le temps, on parle de temps là-dedans, en heures. Dans les temps, on saura maintenant après la brûlure, le temps pendant lequel le soleil a beaucoup brillé, le papier va briller. Par exemple, si le soleil a brillé fort entre midi et 14h, vous allez voir, dans cette tranche horaire, le papier va beaucoup briller. Mais alors, si le papier n'a pas brûlé sur une tranche, c'est qu'il n'y a pas eu assez de soleil. Le soleil n'a pas brillé fort. Il peut éclairer, mais il n'a pas brillé fort. C'est ce qu'on appelle un héliographe. Vous voyez? Donc, ces trois parties, je reprends la base qui est là, et un cadre, où est-ce qu'on va incruster. Vous voyez, la partie noire, on va incruster. Et un papier sera mis là-dedans, qui va brûler, parce que la bille va recevoir le soleil. Et si le soleil passe à travers, donc il va concentrer les rayons solaires, un faisceau, sur le papier qui va bouger en fonction de l'évolution du déplacement du soleil. Bon, si ça brûle, ça veut dire que le soleil a beaucoup brillé, très fort. Si ça n'a pas brûlé, c'est que le soleil n'a pas brillé. Ça permet de voir le niveau de l'insolation. Maintenant, on va voir plus tard, comme c'est les notions qui sont liées au soleil, on a parlé tantôt de l'insolation. Maintenant, on va parler aussi de nébulosité, c'est quoi? C'est quand le soleil ne brille pas fort. C'est la fraction du ciel couverte par les nuages, n'est-ce pas? Les nuages peuvent couvrir le sol, le ciel. Donc ça empêche les rayons solaires d'arriver au sol. Or, les rayons solaires, il faut qu'ils arrivent au sol pour faire des phénomènes qu'on va voir plus tard. Donc c'est la fraction du sol couverte par qu'on appelle la nébulosité, s'il n'y a pas de soleil. Vous allez constater souvent que souvent le soleil apparaît beaucoup. Souvent, il n'y a même pas de soleil, le ciel est bien couvert. Donc maintenant, ce qu'on appelle la nébulosité. On peut dire en quelque sorte l'obscurcissement. Bon, on l'exprime en huitième, c'est-à-dire en octa. Octa veut dire quoi? Le mot octo doit vous dire que c'est octogénaire, par exemple, qui a 80 ans. Octa veut dire que c'est une huitième partie. Donc, on va essayer de cadrer, de prendre un espace pour voir quelle est la proportion du ciel couvert par les nuages. Et pour cela, on a un appareil qu'on appelle le pyranomètre. Vous voyez, l'appareil, il est ainsi, le pyranomètre. Il est aussi constitué de trois parties essentielles. Vous savez, cette partie qui est là, qu'on appelle la barre soleil. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle le pare-soleil. Ici, sur la boîte, là, ici, vous avez le capteur qui est là. Ici aussi, vous avez l'enregistreur de données.
Ils sont basés sur le système thermoélectrique, n'est-ce pas? Donc ils vont transformer l'énergie électrique l'énergie du soleil en électricité. Donc ça permet de mesurer cela, tout comme sur les appareils testeurs que les électriciens ont, ça permet de voir un peu l'évolution du courant. Donc c'est sur ces principes-là que les panneaux solaires marchent. S'il y a beaucoup de soleil, on va parler les panneaux vont bien marcher. S'il n'y a pas beaucoup de soleil, les panneaux ne donnent pas bien. Maintenant, en termes de météorologie, il y a une expression. Les météorologues utilisent des signes pour montrer la qualité, le degré de couverture du ciel. Vous avez ici, par exemple, le ciel. Quand le ciel est trop clair, voici les signes. On parle de nébulosité. Les signes qu'on va utiliser, c'est ça. Bon, nébulosité. Ciel en nébulosité dispersée. C'est qu'il y a il y a des nuages, mais qui sont dispersés dans le ciel. Le ciel peu nuageux. Vous voyez, ciel très nuageux, ciel couvert et ciel noir, obscur totalement, qui ne reste pas passer toute la lumière. Ouais, donc c'est avec ces signes-là que les météorologues, c'est ces signes que les météorologues utilisent pour montrer un peu, pour montrer la nébulosité. Maintenant, nous allons parler d'albédo. L'albédo, c'est quoi? C'est le pourcentage de rayonnement réfléchi par chaque type de surface. Vous allez voir des types de sols qui réfléchissent bien, d'autres absorbent la chaleur. Les sols noirs, par exemple, absorbent le rayonnement solaire, donc ils dégagent, ils laissent pas, le rayonnement ne passe pas. Donc ils absorbent, mais ils absorbent la quantité de chaleur, le rayonnement. D'autres, par exemple, comme les surfaces blanches, réfléchissent directement. Ça, c'est la réflexion. On parle de rayonnement réfléchi par chaque type de sol, chaque type de surface. Bon, on dit par la neige, si vous avez la lumière blanche sur le sable, et la neige, elle est de couleur blanche, donc il va rejeter l'essentiel, 75 à 95% du rayonnement reçu. Bon, la forêt, vous savez, la forêt, c'est beaucoup de feuillage, de couleur verte, c'est un peu sombre. Ils vont réfléchir à peu près, ils vont observer le maximum, parce que là, ça, c'est 10 à 20% seulement sont réfléchis par les forêts, parce que la feuille est noire par rapport à la neige. Le sable blanc sec, le sable blanc qui est sec, quand on dit par exemple dans les zones sahéliennes ou désertiques, on dit que le jour il fait très chaud, mais la nuit il fait froid, parce que le sable ne retient pas trop la chaleur. Quand ça vient, il ne fait que réfléchir, donc il ne fait que réfléchir les rayonnements solaires, si bien qu'il reste très peu de chaleur dans le sol. Par contre, les sols noirs absorbent la chaleur et ils dégagent pendant un long temps. Donc, ce qu'on appelle l'albédo, c'est la réflexion du rayonnement solaire. Maintenant, après, on va parler de la notion de front. C'est quoi un front? C'est une surface séparant deux masses d'air de température et d'humidité différentes. Il est important de rappeler ici, qu'est-ce que c'est qu'une masse d'air? On avait dit que c'est un volume d'air qui couvre la majeure partie d'un continent ou d'un océan et qui acquiert les caractéristiques de la surface sous-jacente. Autrement dit, si vous avez, on avait dit que ça venait des deux pôles, du nord ou de la zone intertropicale. Si c'est dans la zone polaire, vous allez voir les airs qui circulent là-bas, ils peuvent venir soit de la mer, de l'eau, ou bien du continent, c'est sur la terre. Si c'est la zone intertropicale aussi, ils peuvent venir soit de l'eau, ou ça peut venir du continent. Et c'est le support, les surfaces, on appelle les surfaces sous-jacentes, la terre, l'océan et consorts, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, les masses d'air vont prendre les caractéristiques de la surface sous-jacente. Donc, ils sont caractérisés par quoi? Leur degré d'humidité et leur température. C'est ce qui va caractériser les masses d'air. Donc, maintenant, quand des masses d'air entrent en contact, c'est la surface de séparation de ces deux masses d'air qu'on appelle un front. Vous voyez? Donc, quelque chose, il est chaud, l'autre est froid. Donc, ils vont se rencontrer. Donc, on va avoir des comportements différents. C'est là où on va parler de front froid, front chaud, front occlus, front stationnaire. Et qu'est-ce que ces mots-là, ces expressions veulent dire? Bon, nous avons essayé de prendre un dessin, une image, pour faciliter la compréhension. Nous avons dit que c'est un contact. Vous voyez la partie bleue, tu vois, c'est l'air froid. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on a mis en froid. Donc, froid, je suppose il contient un peu d'humidité par rapport à l'air chaud. Ici, vous avez l'air chaud. Vous voyez? L'air chaud, humide et stable. Hein. Il y a deux images qui tous veulent parler du front froid. Ça veut parler du front froid, mais à des conditions différentes. L'autre est stable, l'autre est. Vous voyez? L'autre, l'air froid avance lentement. Ici, l'air froid avance rapidement dans ce deuxième cas-là. Mais qu'est-ce que c'est qu'un front? Vous allez regarder, quand l'air froid arrive, il est en contact avec l'air chaud, qui est plus léger. L'air froid, il est lourd. L'air chaud est léger. En ce moment, l'air froid va entrer sous l'air chaud, parce que c'est le plus fort qui peut soulever le plus faible. Il va soulever le plus faible. Celui-ci, maintenant, en montant maintenant, va entraîner les gouttelettes dont on a parlé tantôt,
n'est-ce pas, pour former différents types de nuages. Ce qu'on appelle un front froid. Parce que le froid qui vient par derrière les fronts froids, il va entraîner la vapeur d'eau pour monter petit à petit. Or, la vapeur d'eau vient de quoi? On a parlé tantôt de soleil, c'est le soleil qui va chauffer la terre et les surfaces d'eau qui sont de la biosphère, de l'hydrosphère. Quand ça chauffe là-bas maintenant, ils vont donner de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau vient de quoi? C'est la chaleur qui va provoquer cela, la vapeur, l'évaporation de l'eau. Donc les plantes aussi transpirent, tout comme les étendues d'eau. Les étendues d'eau donnent la vapeur d'eau. On appelle ça c'est l'évaporation. Les êtres vivants transpirent, on appelle ça la transpiration. Donc les deux pris ensemble font l'évapotranspiration qui consiste à dégager la vapeur d'eau, n'est-ce pas? En montant maintenant va se durcir petit à petit sous l'effet du froid à cause de l'ascendance, le gradient thermique. Maintenant, le froid va rentrer sous le chaud, il va soulever l'air chaud, n'est-ce pas? Ça, c'est quand ça avance lentement. Vous regardez la surface, et c'est un peu uniforme, il n'y a pas de dérangement. C'est presque en masse comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand l'air chaud monte, maintenant, il va commencer à former en montant, il va former des nuages. Maintenant, il y a différents types de nuages qui sont à côté. Altocumulus, dont on a parlé tantôt. Et le cumulus, vous voyez, le cumulus, c'est quoi? C'est une sorte de boule. C'est une sorte de masse. Les nuages sont en forme de masse. Ils ne sont pas étalés. Ils ne sont pas tout à fait étirés quoi. Bon, là, la deuxième cas, ça aussi, c'est encore un front froid. On appelle ça toujours un front, avantage du front froid, vous voyez. Maintenant, ils peuvent entraîner, ces deux fronts peuvent entraîner les pluies. Vous voyez ces traits-là qui indiquent qu'il y a, quand il y a des contacts comme ça, ça peut entraîner la formation de pluies. Les pluies, il peut y avoir des averses. Ça, on appelle ceci des averses. Vous voyez. Maintenant, ça, c'est l'autre cas. L'air froid avance rapidement. C'est très lent. Mais regardez ici, quand ça avance, regardez la surface. Ici, là, la surface. Vous voyez, c'est un peu étiré. C'est une forme comme de cheveux non coiffés, là. Donc, c'est un peu délabré. Ouais, donc c'est parce que ça, c'est dû à l'effet du vent. N'est-ce pas? Quand ça va rapidement, la partie supérieure sera, contrairement ici, vous voyez, c'est uniforme, alors que là, c'est un peu différent. Donc c'est l'air chaud qui va entraîner cette formation de nuages. C'est un peu étiré par là. Vous voyez? Mais toujours, c'est les cumulus et les altocumulus qui sont encore, on voit. Hein. Bon, ensuite, on va voir plus tard, ça c'est l'air et le front froid. L'air froid, lourd, entre sous l'air chaud et soulève. Ce qu'on appelle un front froid. Maintenant, le front chaud, c'est quoi? C'est c'est le contraire maintenant. L'air chaud vient trouver l'air froid devant. Qu'est-ce qu'il peut? Dans tous les cas, c'est le même. Hein? C'est l'air chaud qui vient en deuxième position trouver l'air froid. Bon, comme l'air froid est plus lourd, parce qu'il contient un peu d'humidité par rapport, ils sont caractérisés par leur température et leur humidité, l'air froid ne pouvant pas supporter l'air lourd, il va monter là-dessus. C'est de cela qu'ils vont monter. Vous voyez, l'air chaud va monter sur l'air froid. Et ce qu'on appelle un front chaud. Vous voyez? Dans le cas, c'était un front froid. Et là, c'est un front chaud. Parce que l'air froid va monter sur l'air chaud va monter sur l'air froid parce qu'il ne peut pas supporter. Et là, en ce moment, ça va donner des formes de pluie. C'est des pluies qui sont très continues, qui durent dans le temps. Alors que dans l'autre cas, c'est des averses de pluies qui sont très courtes, mais très fortes, qui sont très courtes. Là, c'est des pluies qui sont étalées dans le temps. Ça, c'est ce que l'air chaud, qu'on appelle un front chaud. Ensuite, on peut parler aussi de front occlus dont on a parlé tantôt et de front stationnaire. C'est quoi? C'est lorsque ces deux masses d'air se mélangent. Le front occlus d'abord, quand le front chaud et l'air froid arrivent, ils se mettent dans la même au même niveau, mais à cause des rotations qu'un Français, Gaspard Coriolis, a démontré, que toutes les masses en surface de la Terre ont tendance à être déviées de leur trajectoire. C'est Coriolis qui l'a démontré, ce qu'on appelle une force centrifuge. C'est à cause de ces phénomènes maintenant, les deux fronts partant ensemble, ils vont à un moment donné, à cause de la rotation de la Terre, se mélanger l'un dans l'autre. Au lieu de monter l'un sur l'autre, ils vont se mélanger. C'est ce qu'on appelle un front occlus. Vous voyez? Ici, vous avez, par exemple, le front stationnaire. Ici, par le front stationnaire, les deux vont ensemble, mais sans se mélanger. On appelle ceci les fronts stationnaires. Les images, on n'a pas vu le mélange, c'est les symboles pour les caractériser. Vous voyez? Le front chaud, on l'a mis comme ça. Le front chaud, c'est quoi? C'est quand l'air chaud arrive par derrière et monte sur l'air froid. On le symbolisé par ça sur les cartes météorologiques. Ça, c'est en surface. Et là, c'est en altitude. Vous voyez, c'est des petits cercles renversés là, des demi-boucles renversées, pour montrer le front chaud. Bon, le front froid, maintenant, vous voyez, c'est des sortes de dents, n'est-ce pas? Des petits triangles là qu'on présentait.
Ça, c'est en surface, et là, c'est en altitude. Sur les cartes météorologiques, dès que vous le voyez, on aura plus l'occasion de le comprendre. Les fronts occlus, maintenant, vous voyez, ils sont après une demi-boucle, il y a une dent qui arrive. Donc, pour ça, c'est un front occlu. Les deux se mélangent, c'est-à-dire que les deux se mélangent. Par contre, dans les fronts stationnaires, ils ne se mélangent pas du tout, chacun sur son chemin, sans se mélanger. Mais tous ces fronts, quand même, peuvent provoquer de la pluie. Vous voyez? Maintenant, ici, voici en image, un peu plus détaillée que les autres, avec les signes maintenant, cette fois-ci, les types de fronts. Ici, vous avez un front froid. Vous voyez, le front froid, il est là. Le front froid qui arrive, il est plus lourd, il va entrer sous l'air, la masse d'air chaude. Vous voyez, le rouge veut dire que la dernière fois, on avait dit le rouge pour monter, l'instabilité de l'air. L'air va monter, en montant, il va entraîner les molécules d'eau pour former les nuages. Les cumulonimbus, par exemple, c'est un grand développement vertical. Montée brusque de l'air chaud, soulevée par l'air froid. Vous voyez, ce qu'on appelle un front froid. Vous voyez maintenant les signes. Dès que vous voyez ces signes en dents de, comment dirais-je là, en dents, en bleu, ça c'est l'air froid. Le rouge maintenant veut dire c'est la masse d'air chaud. Ici, c'est le contraire. Ça c'est un front chaud qui est là par derrière. Donc c'est la chaleur qui va monter. Vous voyez la flèche qui va monter sur l'air froid. Donc il va aussi donner. Donc nous avons différents types de nuages en ce moment qui peuvent se former à partir de contact avec les différents fronts. Front chaud, front froid. Vous voyez, les masses d'air sont les masses d'air qui donnent les fronts. Et les fronts sont caractérisés par les masses d'air sont caractérisées par leur température et leur humidité. Bon, nous allons voir maintenant l'effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? C'est un phénomène de réchauffement des basses couches de l'atmosphère induit par le CO2 et d'autres gaz qui réémettent le rayonnement infrarouge. Comme nous sommes sur le rayonnement solaire, ce qu'il va envoyer, et on va voir maintenant comment, vous voyez le rayonnement solaire qui est là, on a vu ce dessin avant. Cette fois-ci, on va parler de l'effet de serre. La dernière fois, on a parlé de comment le rayonnement était réparti. On a parlé de rayonnement direct, rayonnement diffus, pour parler de rayonnement global, n'est-ce pas? Le rayonnement global, c'est le RD. Mais cette fois-ci, la partie rouge, on va essayer de commenter un peu. Regardez, ici, on a parlé de rayonnement scolaire réfléchi par les nuages. C'est cette partie des nuages. Une partie est réfléchie par les nuages, une partie est absorbée par la Terre. Rayonnement solaire obscur, absorbé par la Terre. Ça, c'est directement par rapport au rayonnement direct. Mais par contre, c'est quoi l'effet de serre? Vous avez ce rayonnement qui arrive au niveau de la Terre et rejeté dans l'atmosphère encore. N'est-ce pas? Quand c'est rejeté dans l'atmosphère, vous voyez, ici, on a vu le rayonnement infrarouge renvoyé dans l'espace. Il renvoie dans l'espace. Et en montant maintenant, cette fois-ci, vous avez d'autres particules. Ici, vous avez les gaz à effet de serre, on en parle souvent, qui vont empêcher une partie de monter encore. Donc ça va, vous voyez la flèche, la deuxième flèche qui est là, qui va empêcher une partie de la partie qui devait être remise dans l'atmosphère vers le sol. Voici le rayonnement infrarouge absorbé par les gaz à effet de serre. Donc c'est échauffement, il y a un échauffement. C'est quoi en bas ici, vous voyez, c'est les usines. On incrimine beaucoup les usines dans le changement climatique de nos jours, même les moteurs que nous avons qui dégagent beaucoup de gaz. Ces gaz carboniques maintenant vont empêcher une partie du rayonnement solaire à monter dans l'espace. C'est ce qui fait l'effet de serre. Ça, si c'est au niveau ça c'est normal à ce niveau, c'est normal ce qui devait se passer. Mais si une partie qui devait être envoyée retourne encore sur la Terre, donc ça va contribuer à réchauffer davantage le climat au niveau de la Terre. Bon, imaginez, il est plus à l'aise de rester au soleil que de s'asseoir dans un véhicule dont toutes les vitres sont montées. Vous êtes dans la cour, une voiture est à côté, toutes les vitres sont montées. L'air dans le panier ne sort pas. Mais vous êtes au dehors, mais vous préférez rester au dehors que dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une partie de l'énergie qui devait être par les vitres. La lumière solaire, les lumières vont entrer. Bon, ils sont rejetés encore, mais en ressortant maintenant, les vitres vont bloquer une partie de remontée. Ce qui va contribuer à chauffer davantage l'intérieur de la voiture. C'est ce qu'on appelle effet de serre. Bon, voici les gaz qui se comportent comme ça. Les usines vont dégager des gaz. Le gaz carbonique, vous avez le CFC, la vapeur d'eau, même l'eau aussi, ils ont un rôle de régulateur thermique, l'eau et le CO2, mais excessif maintenant qui pose un problème, n'est-ce pas? Les oxydes nitreux. Donc c'est ce qui va poser problème au niveau de la Terre. Ce qu'on appelle effet de serre. Sinon, l'effet de serre est très normal, hein, mais sans l'effet de serre, la température de la Terre serait à moins 15 degrés. La température moyenne sera à moins 15 degrés. Peut-être rares sont les êtres vivants maintenant qui peuvent supporter cela.
Mais alors, comme de nos jours, la température moyenne est de 15 degrés. Sans l'effet de serre, ce serait plus basse encore, que beaucoup de êtres vivants ne pourraient pas supporter. Donc, d'où la nécessité de l'effet de serre, qui est dû parce que les gaz carboniques, on a vu tantôt, et les vapeurs d'eau, les nuages, ont un rôle de couvercle thermique, parce qu'ils adoucissent un peu la température du soleil, n'est-ce pas? Bon, nous allons voir plus tard, et ensuite, le rôle des nuages. On a vu, on sommes sur les nuages, ils ont un rôle aussi, les nuages. On a parlé tantôt de thermostat, parce qu'ils se constituent d'eau, n'est-ce pas? Les nuages sont de l'eau, donc quand les rayons se passent à travers, ils diminuent la température pour les rendre un peu plus acceptables par les êtres vivants. Vous voyez? Maintenant, les pluies aussi sont liées aussi aux nuages. Bon, quand vous parlez de nuages, il faut qu'il y ait d'abord ascension des molécules d'eau qui vont former des nuages pour ensuite descendre sous forme de pluie. Donc ça, c'est l'apport. Les nuages ont un rôle très important. Vous voyez? Maintenant, les nuages, il y a aussi là, donc là, les nuages, la lumière sur les plantes, les lumières agissent sur les plantes à travers 3 phénomènes, n'est-ce pas? C'est quoi là? Le premier phénomène, c'est quoi? C'est la photosynthèse, l'intensité lumineuse et le photopériodisme. Bon, maintenant, la lumière agit sur les plantes à travers la photosynthèse. C'est quoi? On dit c'est l'élaboration de matière organique par les plantes en présence de la lumière et du gaz carbonique. Si bien qu'en présence du gaz carbonique, les plantes vont absorber le carbone du gaz carbonique et laisser dégager l'oxygène. Maintenant, ce carbone va entrer dans la constitution de matière organique des plantes que nous allons manger après pour les besoins. Ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, c'est l'élaboration de la matière organique par les plantes en présence du CO2 et de la lumière. Donc, s'il y a beaucoup de lumière interposées entre nous, c'est sûr qu'il n'y aura pas assez de photosynthèse. Imaginez qu'il y ait beaucoup de soleil pendant longtemps, la photosynthèse sera très réduite. Donc, ça peut poser problème. Maintenant, on parle de l'intensité lumineuse. La photosynthèse est liée à l'intensité lumineuse. S'il y a beaucoup de lumière, la photosynthèse est importante. S'il y a peu de lumière, la photosynthèse n'est pas importante. Donc il n'y a pas beaucoup de production de matière organique. Et du coup, ça peut jouer sur l'alimentation et les besoins des humains. Maintenant, la lumière aussi, les nuages jouent un rôle ils jouent sur le photopériodisme aussi. Nous allons voir des plantes qui aiment beaucoup de lumière. On appelle les plantes héliophiles. S'il y a beaucoup de lumière, les plantes là, pour faire quoi? La floraison. Pour fleurir, les plantes ont besoin de ça, ce qu'on appelle le photopériodisme. Les plantes, pour fleurir, ils ont besoin d'un long temps d'éclairement. S'il y a peu de soleil, les plantes là ne vont pas beaucoup donner. En général, c'est les plantes que nous avons chez nous là. En général, ce sont des plantes héliophiles qui ont besoin de beaucoup de lumière pour faire, et puis un temps d'éclairement, beaucoup de temps d'éclairement pour fleurir. Maintenant, les plantes sciaphiles, c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'un temps long. Aussi, si vous changez les localités de ces plantes, c'est sûr que vous allez jouer sur leur production. Ouais? Donc les plantes qui aiment la lumière, vous les laissez sur la lumière. D'autres qui n'aiment pas, vous les laissez à leur place aussi. Par contre, les plantes héliophiles sont des plantes, héliophiles sont des plantes intermédiaires entre les deux. C'est des plantes intermédiaires entre les deux. Ils n'aiment pas trop la durée d'éclairement, ni non plus trop la durée d'obscurcissement. Donc voici... Sur ce, je vous remercie pour votre attention.